Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode du Simcast avec Monsieur Lachassagne et Monsieur Peugeot. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur le lien entre les méga-bassines et les territoires sur lesquels elles sont installées. Pour commencer, pourriez-vous nous dire combien de méga-bassines sont présentes en France et où sont-elles? Alors, combien il y a de méga-bassines en France? J'ai cherché pour préparer un cours des documents officiels, donc j'en ai pas trouvé. En revanche, il y a le collectif Bassines Non Merci qui a mis en place un outil collaboratif où on peut déclarer les bassines qu'on connaît dans son coin. Et donc il y a une carte disponible sur leur site et il y a beaucoup de points. Alors beaucoup dans l'ouest de la France, en Vendée et en Deux-Sèvres. Il y en a pas mal dans l'Est aussi, en coin des Alpes, enfin dans toutes les zones où on fait des céréales en fait. Dans la plaine de Limagne à côté de Clermont-Ferrand et puis dans les Hauts-de-France aussi. Alors dans ces points, si vous regardez la carte, il y a plusieurs types de retenues. Il y a ce qu'on pourrait appeler vraiment les méga-bassines, mais il y a aussi ce qu'on appelle des retenues collinaires. Donc là c'est un barrage par exemple sur une petite rivière qui peut être plus ou moins grand. Et dès que ça sert à l'irrigation ou en partie à l'irrigation, c'est répertorié sur cet outil-là comme méga-bassine, mais quand c'est une retenue, donc un petit barrage, c'est pas exactement le même fonctionnement hydrologique ni les mêmes enjeux en termes de ressources en eau que quand c'est un pompage dans une nappe par exemple. Mais en revanche, tous les arguments des opposants sur le système qui est attaché à ça et pour qui est l'eau, pourquoi elle est utilisée, ces arguments restent valables dans la majorité des cas. Et on pourrait aussi ajouter qu'il y a des retenues du même type utilisées par exemple pour de la neige artificielle dans les stations de sport d'hiver. Mais techniquement, ce sont des méga-bassines. Donc ces méga-bassines, elles sont assez réparties sur le territoire national en France. Est-ce que le manque de précipitations, notamment en hiver, et la sécheresse, sont des problèmes qui vont toucher toutes les régions de la même manière? Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une tendance à l'assèchement général. Les projections climatiques iraient plutôt dans le sens d'une augmentation des pluies d'hiver en France, hein, sauf la zone méditerranéenne et encore. Par contre, il y a un consensus sur le fait que la variabilité va être plus grande, c'est-à-dire d'une année à l'autre, on peut avoir une année énormément de pluie et puis l'année d'après quasiment pas, comme ce qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, c'est pas tellement une tendance à l'assèchement général, mais plutôt une tendance à un aléa beaucoup plus fort. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir 3 années de suite très très sèches où on peut pas remplir les ouvrages, ou 4 années de suite très très excédentaires où on va pouvoir les remplir, mais c'est absolument imprévisible. C'est ce que je disais tout à l'heure, on augmente la vulnérabilité à un aléa qu'on ne maîtrise pas du tout en fait. Vous disiez dans un précédent épisode que l'eau est une ressource locale ancrée sur un territoire. Pourtant, en France et en Europe, beaucoup de fleuves traversent des régions, voire des pays. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur certains projets d'irrigation impliquant des retenues de substitution? Pour donner l'exemple des projets d'ouvrage pour le département de l'Hérault, c'est des bassines, oui, des retenues de substitution qui devront être remplies par l'eau qui vient du Rhône via le canal Philippe Lamour, puis un tuyau qui s'appelle Aqua Domitia. Et donc c'est l'eau du Rhône. Donc on va irriguer la vigne d'ici avec de l'eau du Rhône. Et donc on pourrait se demander finalement est-ce que dans 40 ans, l'eau du Rhône sera toujours suffisamment abondante pour remplir tous les besoins qu'il y a sur le bassin du Rhône. Les besoins d'eau potable pour Montpellier, puisque maintenant la ville de Montpellier est raccordée pour une part qui devient non négligeable sur le Rhône, l'eau du Rhône en été. Sachant que l'eau du Rhône, c'est en fait l'eau de fonte des glaciers des Alpes, qui passe par le lac Léman, donc on est en Suisse. Et si un contexte de réchauffement climatique particulier fait qu'il y a moins de neige, donc moins de glace, moins d'eau disponible, moins d'eau de fonte disponible, il peut y avoir éventuellement des débits du Rhône qui s'affaissent et qui ne permettent pas de remplir tous les usages. Alors je ne fais pas un scénario catastrophe, hein, c'est plutôt des questions que je pose, mais qui posent des questions assez vertigineuses finalement pour irriguer la vigne dans les coins de Béziers, il va falloir savoir comment ça se passe dans les glaciers des Alpes avec ce système-là. Donc c'est juste pour illustrer la complexité de ce genre de système et raccrocher à ce que Patrick disait tout à l'heure, que c'est pas juste un problème technique d'hydrologie, c'est un problème qui implique tout un tas de dimensions, y compris socio-économiques. Cet épisode vient conclure nos échanges. Donc pour terminer, est-ce que l'un d'entre vous voudrait dire un mot de conclusion? Mais peut-être
Un mot de conclusion qui permet d'élargir au-delà de la simple problématique ou de la problématique des retenues de substitution ou des bassines, c'est d'aborder la question brièvement des différentes dimensions de l'eau. En fait, l'eau, on vient de le voir longuement à travers cet exemple, c'est une ressource pour s'hydrater, pour de la production de nourriture, pour manger, pour produire de l'énergie, de l'hydroélectricité, de la géothermie. Mais c'est aussi un risque. Quand il y a des inondations, des glissements de terrain, c'est lié à l'eau. C'est aussi un milieu de vie des écosystèmes, les poissons vivent dedans, il y a de la vie dans les nappes d'eau souterraines, etc. Et on l'oublie souvent, mais c'est aussi le principal vecteur des contaminants. Donc quand on épand un contaminant à la surface du sol, qu'il soit d'origine industrielle, agricole, urbaine, on va le retrouver dans l'eau et il va cheminer dans le bassin versant, c'est l'eau qui va le transporter. Et finalement, si quand on veut travailler sur un territoire, on regarde ces différentes dimensions de l'eau de manière holistique, tout ensemble, on doit pouvoir être en mesure de mettre en œuvre des politiques sur ce territoire qui considèrent autant les besoins anthropiques, donc humains, que ceux des écosystèmes, et de veiller à mettre ces politiques de manière cohérente entre elles. La production agricole d'un côté, les besoins en eau pour l'hydratation, l'énergie, éviter les risques, etc. C'est pour montrer que l'eau, finalement, est peut-être considérée comme à la base de l'ensemble de notre vie quotidienne. Merci pour ce mot de la fin et pour votre participation à ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur la thématique de l'eau, vous pouvez retrouver sur YouTube les ateliers ludosophiques et sur le CIMOOC l'intégralité des épisodes du Simcast qui ont été enregistrés avec des chercheurs et des chercheuses de la région Occitanie. À bientôt!